C'est l'heure de votre émission hebdomadaire Dina Sport. Nous évoquons plusieurs sujets de l'actualité au Togo. Nous parlons du tirage de la Coupe de l'Indépendance qui vient d'être effectuée. Les clubs de première division sont-ils favorisés? C'est la question à poser donc à nos invités. Nous parlons des U23 avec les proportions du manager Serge Akako dans le staff technique de la sélection Espoir. Faut-il déjà mettre une croix sur Côte d'Ivoire 2024 parlant des éperviers? C'est l'autre interrogation dans cette émission. Et puis, nous évoquons la professionnalisation du football togolais. Un pas dans le néant, ça fait beaucoup d'interrogations dans cette émission. Nous sommes bien sûr sur le plateau avec Edwige Igbodi Apedo. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs. Pour ouvrir cette émission, nous parlons de la Coupe de l'Indépendance dans le district préfectoral de football d'Aguenivé. Et pour cela, nous avons en studio et sur le plateau le président du DPFAN, Aziam Alekomla Sodine. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Latif, salut aux fidèles auditeurs de Djena. D'accord, c'est le mois de l'indépendance, nous sommes en avril. Alors, on sait qu'il y a de ces initiatives un peu partout. Votre juridiction également lance sa compétition, la Coupe de l'Indépendance 2023, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Nous avons passé quand même cette année à organiser cette compétition. C'est une tradition. Donc, nous avons jugé de bon ton également de faire cette coupe au niveau du district. Alors, ça doit démarrer quand? Dites-nous tout autour de cette compétition. Déjà, ça fait 32 équipes engagées pour cette coupe. Et le démarrage est prévu pour ce vendredi le 7 au niveau du stade de la JCA en levée de rideau. Il y a deux matchs et puis le match d'ouverture, FSA fera le match d'ouverture. Donc le match d'ouverture sera FSA contre UIJSA et en levée de rideau AC Kamengo contre CF Maya. Donc après l'ouverture, le week-end, le ballon va rouler dans toutes les communes avec les 16e de finale. Et après, on élimine 16, on va directement au 8e de finale. On joue 4 de finale. Et puis les demi-finales seront en aller-retour. Et après les demi-finales, nous allons jouer directement la finale qui est prévue également sur le dimanche 7 mai, également au terrain de la JCA. Alors, c'est la Coupe de l'Indépendance, une coupe pour tout le monde, une fête pour tout le monde. Il y a une centaine de clubs à Guenivé. Pourquoi vous partiez avec 32? Oui, 32 parce que lorsque nous avons décidé d'organiser cette édition, ce sont les premiers qui se sont enregistrés dans le délai. Et après ça, il y a eu plusieurs, mais c'est clôturé quoi. C'est une manière aussi au niveau de DPFAN de faire respecter les dates de clôture au club et que ne pas s'attendre à un quelconque report. Donc c'est ça qui fait que c'est les 32 premiers enregistrés qui se sont qualifiés pour cette édition 2023. Et quelle sera la particularité de l'édition 2023 de la Coupe de l'Indépendance? La particularité, c'est la fête, c'est la commémoration de 63e anniversaire du pays. Donc, il y a plusieurs récompenses. Dans ça, nous allons primer. Il y a une coupe qui est définitive. En jeu, il y a une enveloppe conséquente au sujet. Plusieurs dont nous avons beaucoup de partenaires qui sont derrière nous, les honorables aussi sont là pour soutenir, pour rendre l'affaire belle. C'est l'occasion aussi de remercier tous nos partenaires, vivement également les cadres de notre préfecture à Guadeloupe, tous les honorables de la préfecture qui nous viennent en aide pour que la fête soit belle. La fête de l'indépendance au niveau d'Aguenivé. Sur le plateau, j'annonçais également Edwige Igbodi Apedo. C'est le mois de l'indépendance et personne ne veut laisser rester à marge de cette commémoration. C'est vrai, on sait que la Fédération togolaise de football a lancé sa compétition et il y a eu le tirage au sort aujourd'hui. Et maintenant, au niveau des juridictions aussi, il est bien de célébrer cette indépendance du Togo. Et donc, c'est bien que le DPFAN, le district préfectoral de football d'Aguenivé, lance également cette compétition-là.
pour permettre à ces acteurs de se jauger un peu et aussi pour participer à cette célébration qui est vraiment importante aux Togolais. Alors, quels sont ces messages-là que vous voulez passer le long de cette Coupe de l'Indépendance? Le message c'est la paix, le message de la paix, vivre ensemble, la cohésion sociale. Donc, surtout ces derniers temps avec le question du terrorisme qui est en train de frapper au nord de notre pays. Nous allons profiter également pour sensibiliser toute la population sur ça, pour qu'on soit unis pour combattre cette mal qui est en train d'arriver là, pour ne pas venir totalement perturber le pays, parce que 3 ans d'anniversaire, c'est énorme. Donc c'est l'occasion également de rappeler à toutes nos autorités d'unir leurs forces pour pouvoir éradiquer totalement ce mal qui est en train d'arriver. D'accord. Alors on sait que vous êtes déjà en compétition, tournoi Mi-On-Envie, vous lancez un autre tournoi. Comment ça va se gérer? Oui, tournoi Mi-On-Envie, déjà le week-end passé, nous avons fini avec les matchs de poules. Il ne reste que 2 poules, puisque c'était 44 équipes, ce qui est énorme, 11 poules. Donc 2 poules terminent aujourd'hui même, cet après-midi, sur le terrain de EPP Magic Peto et également sur le terrain de Agoué Zongo. Donc les 2 finis et c'est la pause du tournoi Mi-On-Envie. Donc nous allons reprendre par les 16e de finale lorsque nous serons en quart de finale et demi-finale de la Coupe de l'Indépendance. On va essayer de voir les clubs qui ne se sont pas qualifiés pour l'Indépendance poursuivre et ils sont là pour les 16e de finale. On va placer également le match pour qu'à chaque week-end le ballon va rouler dans toutes les communes comme on le fait d'habitude. Et jusqu'à après la finale, notre souhait c'est que au plus tard fin mai, on va jouer l'apothéose également de Mi-On-Envie. Donc tout court, on m'a dit que Mi-On-Envie est en pause dès ce mercredi et le décor est planté pour la Coupe de l'Indépendance. Parlant de la Coupe de l'Indépendance, Dvidi Gwadi Apedo, la fédération également joue sa coupe, les combinaisons, le tirage a été donc effectué. ASCO joue, ASK joue Maranatha, ASCO croise Bikinti, Doumbé, Dito, Aespinan contre Koroki, Metete de Tchamba. Un tirage qui pratiquement voit les clubs de première division jouer contre les clubs de deuxième division. Un critère de tirage qui favorise les clubs de première division. Oui, on va dire que c'est un choix qui aide vraiment les clubs de première division, ce qui veut dire que à la finale, on va se retrouver peut-être avec 2 clubs de la division d'élite. Mais bon, c'est la décision de la fédération, mais il faudrait changer un peu les critères pour pouvoir aider aussi, pour permettre aux clubs de division inférieure, je parlais de la D2, d'accéder aussi au tableau, parce que ce n'est pas seulement la première division qui va remporter. C'est ça que ASK a remporté 2 fois de suite cette Coupe de l'Indépendance, si j'ai bonne mémoire. Donc, il faudrait permettre aussi à ces clubs de deuxième division d'arriver à ce niveau. Ils auraient pu tirer tout le monde et permettre à ce que chacun s'affronte et puis à la fin on se retrouve avec D1, D2. Voilà. C'est comme la Coupe de France qui se joue, la Coupe de France à un niveau des 16e de finale. On se retrouve, on tire tout le monde, mais vous commencez et puis après on tire tout le monde et puis le chemin continue. Si vous vous battez correctement, même étant en 3e division, vous irez au Stade de France pour la finale. Donc, je pense qu'il faut arriver à ces critères-là pour ne pas trop favoriser, pour ne pas laisser croire comme si on est en train de favoriser les clubs de D1. Les clubs de première division. Monsieur le Président, on sait que vous êtes à la Ligue également. La Ligue, c'est la fédération. Vous aurez à gérer également 4 matchs, les quarts de finale, sauf que voilà, les clubs de première division seront encore favorisés comme chaque année. Oui, favoriser, moi je dis non, parce que si nous voyons le championnat de cette saison, D1 comme D2, surtout D2, il y a une concurrence, il y a un travail qui se fait à la base par des coachs là-bas. Prenons Bikinti, prenons
Koroki, attention, SK Maranatha, oui, je vois SK passer. Asko Bikinti, attention, il y a un jeu. Asko, cette saison n'est pas encore battu par un club de première division, mais ici, je dis qu'il y a match et je ne vois pas Bikinti laisser passer Asko, hein. Je ne vois pas Bikinti laisser passer. Là, on va voir la fin des 90 minutes. Avant, c'est là où moi je dis qu'il y a un enjeu dedans. Peut-être le schéma de la fêtière, c'est ça. Mais moi, je veux voir, j'attends et je crois une surprise dans cette coupe-là, puisque je ne vois pas Bikinti laisser passer. Également, Djumbe Dito. Oui, Djumbe aussi, c'est un pion. Il y a certains clubs, surtout certains clubs vers le nord qui sont là. Si on parle du coupe, ils sont prêts à tout pour cette coupe-là. Et vous allez voir que cette saison, 4-2-2-1, 4-2-2-2, les saisons passées n'ont pas été comme ça. Donc, c'est une opportunité aussi pour ces clubs-là de dire oui, ils vont faire tout pour pouvoir passer devant Asbina Koroki. Oui. Moi, j'attends voir beaucoup de surprises. Et je ne vois pas tous les clubs de première division passer en quart même. Mais l'un d'entre eux peut être en quart et d'autres vont se éliminer en quart. Mais je vois Bikinti quand même sur le podium. D'accord. Alors on va conclure avec vous par rapport à la Coupe de l'Indépendance au DPFAN. Quel est le message à lancer au public, parce que l'ouverture c'est ce vendredi. C'est ce vendredi. D'abord, remercier le groupe Djena Media d'avoir donné cette opportunité de venir parler de cette fête au niveau de la préfecture d'Agué également. J'exhorte toutes les sportifs de la préfecture, tout le monde d'ailleurs, a fait massivement le déplacement ce vendredi sur le terrain de la JCA pour pouvoir rendre belle la fête. J'invite également les autorités administratives et politiques à être présents. D'ailleurs, nous tenons à remercier tous les honorables qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner, tous nos partenaires, les grands partenaires qui sont derrière nous. Un coucou spécial à eux. Merci donc à vous, Ziamale Komlan Sodine. Vous êtes le président du district préfectoral de football d'Agué-Nivé. Nous sommes également sur le plateau, on va dire, avec Edouard Camille Agbetou. Edouard, bonjour. Bonjour, Latif Yoroma, vous avez oublié mon Kofivi, hein? D'accord. Alors, Kofivi, on parle justement de la Coupe de l'Indépendance. Les affiches, vous les avez. Ça donne l'impression quand même de voir les clubs de première division à la fête. Beaucoup pensent qu'on aurait pu tirer tout le monde et puis voir peut-être Asko ASK déjà dès les quarts de finale et voir peut-être Koroki et puis Bikinti aussi en quart de finale. Oui, on aurait pu les exempter au moins de ces tours par rapport à cette coupe de l'indépendance, mais j'ai été un tout petit peu sidéré par rapport à la situation qui se passe entre Maranatha. Vous savez qu'il y a au moins 4 clubs qui se retrouvent à 24 points et qu'il y a une explication qui ne dit pas véritablement son nom par rapport au fait que CDA Pakno soit devant Maranatha et que Maranatha soit qualifié pour cette Coupe de l'Indépendance, et comme quoi il fallait au moins à telle journée avoir tel point. Ce sont des explications un peu bidons et il fallait au moins à la fédération, je l'espère, hein, peut-être qu'au cours de tirage au sort qui vont se faire aujourd'hui, que ces explications vont être données pour lucider véritablement les différents acteurs, parce qu'on ne peut pas comprendre que Pakno est Maranatha et met au goal différentiel puisse dépasser Maranatha et que Maranatha soit mis dans ce lot-là pour pouvoir discuter la. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut une explication au niveau de la fédération pour permettre au public sportif et justement à nous les acteurs du football de pouvoir bien comprendre. Maintenant, si je reviens par rapport au format, oui, on aurait pu au moins mieux faire. J'ai comme l'impression qu'on ne planifie pas véritablement ça et qu'on attend véritablement qu'on soit en avril pour enclencher la Coupe de l'Indépendance. Je crois que ça devrait démarrer au moins un peu plus tôt. Vous savez, avec la Coupe du Roi, par exemple, au niveau de l'Espagne, on connaît maintenant
le nouveau format depuis la saison passée. Vous voyez? Donc la saison à venir, on annonce déjà les couleurs de la Coupe du Roi. Et ça ne va plus être comme avant. Et on a intégré certains clubs également pour venir titiller la hiérarchie. Heureusement qu'on a débuté avec la 3e division. Je ne dis pas qu'on va intégrer directement la 3e division dans ce lot-là, mais ce serait mieux de pouvoir planifier ça un peu plus tôt. Ça va permettre à des clubs comme, je ne sais pas moi, à Sousa, Bikinti, non pas Bikinti, ils sont déjà là, à certains clubs également de pouvoir planifier ça, parce que oui, il y en a qui ont envie de titiller les gros morceaux comme ASK et ASCO. D'accord. Alors, par rapport à l'inquiétude justement de Edouard, l'explication donnée par la fédération s'appuie sur les règlements de compétition, l'article 40 des règlements de compétition exige à Pédo, où voilà, en cas d'égalité, parce que la confrontation directe donne quoi en fait? Il y a plusieurs clubs à 24 points. On sait que le CDF Aknour a battu Maranatha de Fiokpo. On sait que Maranatha de Fiokpo a battu Agaza de Lomé. On sait que Agaza de Lomé a battu le CDF à Kounour. Et quand on se retrouve dans cette situation, l'article 40 est appliqué. Et donc, c'est les points des clubs qui, en fait, les résultats des clubs qui ont le même point, qui sont mis dans la balance. Et le meilleur total est pris selon la fédération. C'est ce qui a été fait pour voir finalement Maranatha devant Edwige. Oui, parce que je sais que depuis quelque temps, c'est la confrontation directe qui est prise en compte lorsque la fédération veut faire ces choses. Donc, ça s'explique. Et comme c'est mis dans le règlement, je pense qu'on doit respecter cela. Je sais que les gens ne comprennent pas trop le fait que Maranatha se retrouve à cette position-là, alors qu'il y a d'autres clubs également qui sont dans le même cas, mais quand même c'est le règlement. Donc ce qui veut dire que comme c'est dans le règlement, c'est appliqué, donc on respecte. Mais si ce n'est pas dans le règlement et que cela s'appliquait, c'est là qu'on va se poser des questions. Ouais. Par rapport justement à cela, on aura tout dit pour justement le tirage au sort de la Coupe de l'Indépendance. Auditeur de Radio Djena, ASK jouera contre Maranatha de Fiokpo. Asco de Kara hérite de Bikinti de Bassa. Ça fait le choc des leaders, leader de la D1 contre leader de la D2. Doumbé joue contre le Dynamique togolais. Et puis l'AS Binan, Koroki, Metete de Tchamba. Les U23, la sélection avec justement cette frustration du staff par rapport aux proportions du manager Serge Akakpo, qui apparemment est le head coach de la sélection U23. Vous avez également ce sentiment, Edouard Agbetou? Ouais, on a tous ce sentiment-là, parce que ça devient, je ne sais pas si je vais le dire comme un pitos. Depuis que ce projet est arrivé au Togo, beaucoup remettaient en cause la quintessence, même l'aboutissement ou bien les tenants et les aboutissants, voilà justement le mot que je voulais, de ce projet-là qu'a amené Serge Akakpo. Et on se demandait véritablement c'était quoi le projet en fait. Parce que oui, les U23, normalement, ça devrait ouvrir la porte sur la sélection locale ou bien la sélection A directement. Mais depuis un bon bout de temps, on a comme l'impression qu'on fait un petit tourisme avec ces jeunes-là qu'on amène d'un peu partout de l'Europe, même si vous aussi vous jouez dans, je ne sais pas, Rodez 90, en 10e division ou en 9e division de France, on peut vous rapatrier directement. Et c'est quoi véritablement l'objectif de ce projet-là U23? Et on annonce encore un nouveau tournoi, celui qui avait démarré entre-temps, là, où on a vu des joueurs comme Hakim qu'on ne voit plus depuis pas mal de temps. J'ai bien envie de comprendre. Il faut qu'on nous explique à un moment donné le projet U23. Projet U23, parce que oui, Serge Akakpo, il est quoi en réalité? C'est qui en réalité? Est-ce que j'avais entre-temps souligné cet aspect-là du fait que on a un sélectionneur, nous avons un, voire deux adjoints, et lui se permet d'être sur le banc et de parler même aux joueurs directement sur l'aire de jeu.
ça a dérangé un tout petit peu et justement ça continue toujours pas à me déranger. C'est quoi spécifiquement son rôle? Est-ce qu'il est technicien? Est-ce qu'il est qualifié pour rester sur un banc? Et au niveau de la CAF, est-ce qu'on permet tout ça? La réponse que j'ai eue à un moment donné, c'est comme quoi, oui, comme il fait partie du staff, c'est autorisé à un moment donné, mais non, il faudrait que ça s'arrête. Vous n'allez pas voir les autres directeurs sportifs ou bien les autres managers de l'équipe aux abords du terrain. On a vu son prédécesseur. Son prédécesseur, vous ne le voyez même pas au niveau des caméras. Il n'est même pas là. En interview, il n'est même pas là. Mais lui, il est partout et partout et partout. Ça devient de trop. Maintenant, le projet U23, je crois, à un moment donné, oui, il ne faut pas se voiler la face. C'est du bitos. C'est quoi le bitos? Oui, voilà, on a non, le bitos c'est du business, hein, c'est quand même une expression dans la corporation. Quand on dit du bitos, c'est du business autour voilà, d'un sujet. Alors oui, il a quand même évoqué beaucoup de choses. On voit Serge Akapo même en interview, un manager en interview, un manager qui fait les changements, un manager qui coach au même moment. On voit même un adjoint qui a un contrat en tant qu'adjoint qui est dans les tribunes. Au niveau des U23, c'est pratiquement lui le head coach. Il se dit que c'est lui qui fait même les convocations. C'est lui qui décide de qui va jouer. C'est quoi le rôle de Serge Akapo? Serge Akapo, dans le contrat signé et ce qui a été dit, c'est qu'il est le manager de la sélection A du Togo. Ce qui veut dire qu'il a remplacé Pawi, qui était dans ce rôle de manager de la sélection A. Aujourd'hui, quand on dit manager, c'est que vous aidez à amener des joueurs, vous travaillez autour de l'équipe et tout ça. Vous pouvez négocier les matchs pour l'équipe et tout. Et aider à ce que tout marche bien dans les... Mais ce n'est pas obligé qu'on retienne vos joueurs, hein? Non, ce n'est pas obligé qu'on retienne vos joueurs. On en vient à vous. Donc, vous pouvez proposer, dire que vous avez eu vent de temps et temps et temps. Maintenant, il revient au staff technique de faire le bon choix en regardant le profil des joueurs que vous amenez. Maintenant, quand on prend, c'est le rôle en fait. Quand on prend, aujourd'hui, Serge Akapo, il est plus qu'entraîneur adjoint de la sélection A d'abord. Et ça, c'est une incongruité à corriger et à arrêter. Parce que on trouve ça mal qu'un manager se retrouve sur le banc technique alors qu'il y a un adjoint qui se retrouve dans les tribunes. Comment l'adjoint va apprendre à devenir meilleur s'il n'est pas aux côtés du principal? Et c'est l'adjoint togolais qui est dans les tribunes. Alors, comme vous avez dit, en signant 2 adjoints, parce que Paolo, lui, il va partout avec son adjoint, burkinabé. Donc, en arrivant, ils ont dit, même c'est sous Claude Leroy que ça a commencé, que l'adjoint togolais apprend du principal pour qu'un jour, si il le faut, remettre les commandes aux Togolais. C'est ce qui se fait dans tous les pays d'ailleurs. Donc c'est ce qui se fait d'ailleurs dans les autres pays. On permet aux entraîneurs locaux d'être en contact avec le principal et d'apprendre et de grandir en expérience. Mais c'est ce qui doit se faire. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça et que c'est le manager qui joue le rôle. Et d'ailleurs, dans ce cas, on change le poste. On nous dit désormais le contrat qui est signé de Serge, c'est qu'il est l'agent de Paolo Duarte. Et quand il fait les changements et quand il donne les consignes sur l'aire de jeu, c'est qu'on ne va plus rien dire. Parce qu'on sait qu'il a changé de poste, il n'est plus manager. Mais s'il est toujours manager et que c'est ce contrat-là qui est exécuté, qu'il revienne dans son rôle de manager et qu'il arrête de faire tout ce qu'il est en train de faire. Et qui doit arrêter ça? Et celui qui doit arrêter, c'est la fédération d'abord. C'est la fédération qui doit interpeller le staff technique Paolo Duarte pour lui dire il faudrait que cela change. Et également parler avec Serge Akapo pour qu'il revienne dans son rôle. Maintenant, si la fédération n'arrive pas, il y a le ministère aussi, parce que c'est le ministère finalement qui paye. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui paye à travers le ministère. Le ministère aussi peut arrêter ça. Parlant du projet U23, moi je trouve inconcevable qu'il y ait un staff technique destiné à cette sélection, mais qu'il y ait une autre personne d'un autre staff qui s'ingère dans ça. Oui, il peut proposer en étant à l'extérieur, c'est-à-dire que comme il n'est pas au pays, il est à l'extérieur, dire au sélectionneur ou bien au staff technique de la sélection U23, voilà, comme je suis en contact avec des joueurs et tout,
voilà, j'ai vu tel joueur, j'ai vu tel profil. Maintenant, il revient à vous et mettre les informations à la disposition du staff technique des U23 qui maintenant va se charger de vérifier, de voir si réellement ce profil est adéquat pour la sélection U23. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Voilà normalement l'interaction qui devait exister. Non pas imposer des joueurs. Il se dit que le U23, c'est le projet de Serge Akakpo. Ça veut dire quoi, un projet de Serge Akakpo? Dans chaque pays, il y a la CAN U23. Il y a la CAN U23 au Togo. Il y a la CAN U20 au Togo. En Afrique. Il y a la CAN U17 en Afrique. Donc, ça veut dire quoi, être un projet? Ça veut dire que la fédération n'avait pas d'idée comme quoi on devait jouer une fois les éliminatoires de la CAN U23. Mais c'est quoi ce projet? Il faut arrêter avec ça. Avec ce message de c'est son projet. Ce n'est pas son projet. Aujourd'hui, c'est la fédération qui a mis en place. Si c'était son projet, pourquoi on ne l'a pas mis à la tête de la sélection U23? Il doit être sélectionneur directement. Oui, bon, voilà, en fait. Mais comme il n'est pas dans la sélection, qu'il laisse le staff technique faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, à chaque échec, l'échec sera destiné à Fizou. Parce que c'est lui qui est le sélectionneur des U23. Voilà. La population ou le public sportif ne sait pas, ne va pas. Bon, c'est Afizou, on va dire, c'est qui l'entraîneur des U23? On dira, c'est Afizou. La dernière fois au Maroc, la sélection revenait avec 10 buts encaissés. 3 matchs, 3 défaites. 10 buts encaissés. On a parlé de qui? Afizou. Alors que c'est lui qui est derrière. Alors, Edouard Agbetou, il se dit d'ailleurs même que Afizou Traoré et Serge Akakpo ne se parlent pas. Et pourtant, ils sont sur le même projet en tant que manager et en tant que sélectionneur. Il est le manager des U23? Voilà. Bon, je ne sais pas. La question, c'est à qui? Non, je demande. Ah, d'accord. Je ne sais pas si... parce que je n'ai pas vu dans la composition du staff technique des U23, il n'est pas le manager. Il faut faire quoi à ce sujet? Parce que la fédération, franchement, la fédération brille par son silence face à ces incongruités selon Edwige Apedo. Le problème à un moment donné, c'est que il y a toutes les lumières qui soient aspirées sur le manager général ou bien c'est quoi déjà même le titre qu'il a au juste? Parce que je n'arrive pas à comprendre entre un directeur sportif, un directeur de football ou un manager de l'équipe. Un manager, en sélection, on parle de manager, hein? En sélection, on parle de manager. Oui. Voilà. Et donc un manager. Mais il n'est pas, on ne le voit presque pas devant les caméras, on ne le voit presque pas au niveau des interviews avant ou après match ou quoi que ce soit. Mais quand vous voyez un manager général organiser une conférence de presse pour annoncer les couleurs, comment ça va se faire et tout, je me pose véritablement les questions. D'accord, maintenant il faut faire quoi? Il faut faire quoi, Edouard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il se retire. Il faut qu'il se retire. Vous allez l'appeler pour lui dire. Vous, en tant qu'Edouard, vous allez l'appeler pour lui dire ou bien il faut faire quoi? Non, je ne dis pas qu'il démissionne, du tout pas. Mais qu'il se retire un tout petit peu. Il fouine son nez un peu partout de trop. Il fouine son nez un peu partout de trop. Allez, par exemple, je donne un exemple. Je vais piocher Latif Yoruma en Espagne, par exemple, et il joue bien. Je vois ses statistiques, ils sont bons, ses chiffres sont bons. Je viens vers Duarte, par exemple, je dis Duarte, j'ai vu Latif. Duarte dit ok, d'accord, fais-moi voir, parce qu'ils ont un système, pour piocher ou bien dénicher un talent et l'encourager. Et quand tout est ok, d'accord, c'est bon, c'est que c'est fait, je m'éclipse. Et c'est à Duarte de voir si Latif il est bon ou il n'est pas bon. C'est bon, quoi, c'est bon. Le jour du match, je suis dans mes tribunes, tranquille. Et si nous avons des moyens de communication, parce qu'ils ont un téléphone aussi, où ils échangent régulièrement, je peux finir mon nez. Mais un manager ne met pas sa bouche dans un truc technique. Quand je dis technique, c'est pourquoi on a recruté un technicien, un sélectionneur, celui qui manie le football. Nous avons l'argent, on recrute celui qui peut manier le football pour nous. C'est comme au Paris Saint-Germain, en fait. Donc, le Paris Saint-Germain est là. Et voilà, il faut mettre l'argent. Il y a un technicien qui fait ce boulot-là. Le technicien, il est capable de modifier, de composer d'abord son 11 de départ, de le modifier à tout moment. Et ce n'est pas à un manager de fouiner son nez. D'ailleurs, même je crois qu'il est en train de confondre son rôle de manager à celui d'un directeur sportif. Un directeur sportif, il a un rôle
Bien différent de celui de manager. Justement. Le manager, par exemple, si nous avons match à l'extérieur ou au Togo, c'est lui qui s'occupe du logiciel, de la logistique, de comment les hôtels, la réservation et tout. Si je vois un joueur, je l'avais évoqué tantôt, je le propose au sélectionneur. Et c'est au sélectionneur de juger s'il est bon pour lui, pour son animation offensive ou défensive ou pas. Voilà, le reste c'est du people. On dit souvent chez nous Mazin, il faudrait que tout le monde voit que je fais plus que mon prédécesseur, c'est moi qui le fais plus. C'est-à-dire tu te fais trop voir. Et quand tu te fais trop voir alors que les résultats ne sont pas bons, bah oui, excusez-moi, mais accepte qu'on te tape dessus. Monsieur, tu te fais trop voir. Pousse un petit peu. Il faut que c'est à la cadeau. Pousse un tout petit peu du côté de la sélection des éperviers. D'accord. Oui. Oui, pour finir avec ce sujet. Non, moi je pense que quand on va dans les recherches, parce que j'ai voulu voir un peu, c'est que le team manager, c'est un meneur de joueurs. Il a les liens entre les sponsors, les organisateurs de compétition et l'ensemble de l'équipe. Il permet de faire remonter les informations et facilite la communication interne et externe. Il a également le rôle de préparer, d'encadrer et de manager les joueurs en instaurant. Il y a maintenant une cohésion d'équipe. C'est-à-dire, c'est ça en fait. Le mot est là, le manager. C'est ça, c'est lui qui manage. C'est-à-dire, on ne va pas avoir de dissension. Il est tout sauf entraîneur. On ne va pas avoir de division parce que lui, il doit là pour essayer rassembler tout le monde. De souder mais ne pas être à la place du directeur sportif ou de l'entraîneur principal ou des adjoints, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe maintenant au niveau de la sélection U23. C'est de ça qu'on est en train de parler. Il y a beaucoup plus d'impact négatif de cette ingérence-là de Serge Akakpo. Il va falloir qu'il laisse tomber, qu'il laisse le staff technique travailler. Si vous avez des joueurs, vous avez écho des joueurs, donnez les profils au staff technique, laissez le staff technique de U23 faire des recherches et travailler. Cette histoire de projet, si c'est son projet, il n'a qu'à prendre le projet. D'accord. Voilà. On aura tout dit sur justement ce deuxième sujet. Vous êtes sur Radio Djinan. Nous sommes avec Edouard Camille, Kofivi, Agbetou et également avec Edwidji Bodi. Voilà. On parle des éperviers en quelques minutes. Est-ce qu'il faut déjà mettre une croix sur la Côte d'Ivoire? Le président du DPFAN n'est pas parti, il est bien avec nous sur le plateau. Alors, est-ce qu'il faut mettre une croix sur les éperviers, président Sodine Azamale? Oui, mettre croix. C'est une bonne chose de mettre croix et de revenir à zéro. Oublier et faire une nouvelle fouille, faire la fondation et puis construire carrément. Et là, moi je dis, si moi personnellement on revient au niveau de la fédération, ils prennent une bonne décision. Aujourd'hui, on a fait des réformes, les districts sont devenus préfectorales, mais il n'y a pas un accompagnement comme ça se doit. On peut revenir carrément nous accompagner, on fait une compétition U15 au niveau de tous les districts. On sort U15 équipes préfectorales, on joue au niveau de la ligue, on voit les meilleurs. Et puis on met un staff régional, on met un staff technique en place de U17 national et qu'au moins à la fin de ces compétitions, on réunit au moins 60 joueurs de ces U15 là et on se projette, on les dispatche dans toutes les régions, on les suit. Et on projette sur prochaine compétition U17. Donc, dans un an et demi, 2 ans, ils seront déjà les U17, ils vont jouer cette compétition. Vous allez voir les résultats. Si on ne prend pas la coupe, on sera quand même en demi. Et c'est ça. Et chaque année, ça se fait au niveau du U17. Et après 2 ans, le fruit commence par U17. On est meilleur. Et après, on monte à U20. On est meilleur. Après U23, et puis c'est fini. C'est ça. Donc tout ça là, si on le fait aujourd'hui, le minimum c'est 5 ans pour voir les résultats. Et moyenne c'est 7 ans. Et puis on est reparti comme Sénégal. La preuve est là aujourd'hui dans la sous-région. Nous tous, nous le voyons. Sénégal s'est reculé. Et aujourd'hui, Sénégal il a bien sauté au top dans toutes les pays. Il gagne partout. Ce n'est pas seulement au football, même dans les autres sports. Donc, il faut que même le Mali aussi avait
on finit avec ces histoires. Mais sauf que mathématiquement, on n'est pas encore totalement éliminé. Est-ce qu'il faut dire... Oui, ça, mathématiquement, à chaque fois avec le Togo, mathématiquement, on n'est pas éliminé. Il doit avoir un si par ici, il doit avoir un si par ici avec la sélection togolaise. Oui. Il doit avoir un si on ajoute ceci, si on ajoute le coefficient là, racine carrée de tel, avant qu'on ne se qualifie. Il faut que tel gagne, non, franchement, quoi. Jusqu'à quand nous allons arriver au moins dans le standard, dans la sphère des sélections IMR. Le monde est mathématique. Dieu est mathématicien. Non, franchement, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Vous vous rappelez de ce qu'a dit Dame Lydie Bessikama en recrutant Paolo Duarte, alors que nous n'étions pas bien du tout, mais l'objectif c'était de nous qualifier pour la CAN qui s'était déroulée au Cameroun, alors qu'on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir y aller. On le savait très bien. Et ça, moi je dis que c'est duper le peuple. C'est duper le peuple. Parce que quand vous savez que vous ne pouvez pas, vous avez du piment sur une étagère, et que vous savez que votre main ne peut pas atteindre cela, et alors que vous promettez que vous pourrez l'atteindre, finalement vous renversez le piment en plein visage. Ma question, Edouard, ma question de façon pointue, et donc qu'on mette une croix, c'est ça, sur la Côte d'Ivoire 2024. Directement. Il n'y a pas besoin de... Et puis c'est ça aussi qui m'énerve avec les interviews d'avant-match. Avant le match, vous sentez les joueurs togolais, vous savez ce qu'ils font. Vous savez, je ne vous apprends rien. Non, on est bien chaud, on est bien préparé, nous avons un groupe professionnel, on a peur de qui que ce soit, on a fait ça, l'entraînement... Mais à la fin, le jour du match, vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas un groupe. C'est du genre, vous et moi, on nous prend juste comme ça, c'est comme Presse Sporting Club qui vient jouer. Non, ce n'est pas possible. Même Presse Sporting Club peut mieux défendre les couleurs du pays que cette équipe du Togo. Et tantôt, dès qu'ils finissent en sélection, vous entendez, il a réalisé un triplé là-bas, a fait un triplé dans son club au niveau de l'Émirat Arabe Uni, il a fait ça, tel là a été titulaire, il a marqué, mais finalement, ils se foutent de notre gueule. Il faudrait qu'ils soient conscients et acceptent que, voilà, c'est compliqué, c'est carrément fini pour nous. Et c'est à cause d'abord des dirigeants, d'abord au niveau de la fédération, ensuite au niveau du ministère, et maintenant au niveau de Duarte, qui amène des joueurs de pacotille, des joueurs de seconde zone, des joueurs qui n'arrivent véritablement pas à comprendre le projet Togo, des joueurs qui n'arrivent même pas à chanter l'hymne national quand le notaire de nos aïeux retentit. Ils ne comprennent absolument rien. Peut-être des gens même, quand vous allez comprendre l'idée de Bradley Barcola, celui qui a marqué contre le Paris Saint-Germain la dernière fois, mais oui, il ne veut pas s'immiscer dans ces trucs-là. Mais comment vous pourriez imaginer que notre gardien titulaire soit sur le banc dans son club et il est titulaire en équipe nationale? Mais ça, c'est de l'incongruité avec macro-I. D'accord. On vous a compris, hein, Edouard Agbetou, Edwige Djigbori Apedo. Votre position, c'est quoi? On met une croix ou on va jusqu'au bout? De toutes les façons, on ira jusqu'au bout, hein, parce que le Togo va jouer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le Togo est obligé de jouer les 2 matchs à venir, c'est-à-dire face à l'Eswatini à l'extérieur en juin et en septembre recevoir à Lomé le Cap-Vert. Donc le Togo est obligé de terminer les éliminatoires, quel que soit le résultat qu'il y aura. Maintenant, sur la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il faut se projeter sur les autres compétitions à venir. C'est maintenant l'occasion de faire le point, c'est-à-dire que ça soit sortir un bon programme, le président a déroulé quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire reprendre à la base avec une catégorie qui va monter. Et le Togo, souvent on est trop dans le résultat immédiat en fait. On est trop là-dedans, ce qui fait que on ne prépare pas l'avant avant de vouloir l'après. Donc maintenant, à un moment donné, avec ce qui se passe à répétition, lorsqu'il y a les éliminatoires de la CAN, il faut que le Togo se remette en cause, se remette en question, se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller à la base. Maintenant, à la base, c'est qu'il y a des jeunes joueurs. Si on veut commencer par les U15, on commence par les U15. C'est-à-dire, on met en place, aujourd'hui, il y a des districts préfectoraux, il y a des ligues régionales, on met en place des compétitions au niveau des préfectures. Après, on arrive au niveau des régions, on met en place une compétition et on monte au fédéral, c'est-à-dire au championnat des jeunes de cette catégorie qui monte. Maintenant, après, il y a la sélection qui vient
avec les meilleurs. Et au fur et à mesure qu'on quitte les U17, on va aux U20. Après les U20, on sait que les U20 vont rejoindre les U21 ou 23, voilà. Et après, c'est la sélection A. Donc, se projeter sur l'avenir, se projeter sur 5 ans et éviter encore de se dire, bon, la CAN Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché, il faut maintenant aller vers la CAN qui n'est pas encore octroyée à un autre pays, la CAN 2025. Le Bénin aussi est candidat. Oui, le Bénin voisin est candidat. Donc, moi, je me dis, il faut d'abord se poser, faire le bilan. Ne pas faire uniquement que le bilan de Paulo Duarte, faire le bilan à commencer par, depuis que la CAN A24 a débuté, les échecs du Togo, où est-ce que ça se situe, qu'est-ce qu'on fait, on met en place les idées et on reprend. Et en faisant comprendre au public qu'on n'est pas dans la recherche immédiate du résultat positif. C'est-à-dire, c'est dans le speech, c'est dans le discours que vous faites que le public se dit, on est à la recherche de la qualification. Et puis vous oubliez une chose, faire comprendre à ces binationaux qui ne sont pas l'apanage de notre sélection. Hein. Oui, je suis sur un fil. Donc, ce que je dis, c'est... Dans la xénophobie, non, on n'a pas dedans, on n'est pas comme ça. Et donc, non, en fait... Depuis que les David Enen et autres là arrivent en sélection, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Aujourd'hui, on a un Iliman India, quand il vient, c'est la satisfaction totale. On a même tendance au niveau du Sénégal de le mettre devant la table de Sadio Mané. Mais cela voudrait dire que les gars ont compris à un moment donné l'esprit patriotique. Ceux qui sont avec le Togo, ils ne comprennent absolument rien. Mais il y a certains qui sont bons. Bessilé a été bon. Maintenant, sur ce projet, avoir l'adhésion des sportifs et de se dire qu'on est en train de travailler sur une durée. Et donc, quels que soient les résultats, il faut continuer. Et quand vous reprenez à la base, c'est ça qu'on appelle reconstruction. Ce n'est pas la reconstruction en sélection A. Ça ne va pas marcher. D'accord. Ça ne va pas marcher, surtout avec les binationaux qui arrivent. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas uniquement décider de faire une reconstruction avec la sélection A. Il faut commencer à la base. On vous a compris. Vous êtes tous pessimistes par rapport justement à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça peut marcher pour le Togo. Mais ce qu'on est en train de dire... Bon, non, maintenant, il y a l'autre aspect. L'aspect, c'est l'aspect victoire. Si le Togo se qualifie pour la CAN, il ne faut pas oublier que ce qu'on vient de proposer, il faut le faire. Il faut le faire, justement. Parce que souvent, en fait, les victoires viennent quand la victoire arrive, maintenant, on oublie qu'on a un tas de problèmes à régler. Donc, si le Togo parvenait avec vos calculs mathématiques, parvenait à se qualifier pour la Côte d'Ivoire... Edouard, vous êtes avec nous? Edouard? Oui, vous êtes avec nous? Oui. D'accord. On va évoluer. À se qualifier, oui, on ira à la Côte d'Ivoire pour jouer la CAN, mais quand on revient, il faut mettre en place ce projet dont on est en train de parler pour avoir du résultat sur le long terme. Voilà, on aura tout dit également sur justement ce sujet épervier. Le dernier sujet, ça fait partie également de la reconstruction dont vous parlez, vous évoquez la professionnalisation du football togolais. Peut-être c'est l'apanage du renouveau de notre football. Le ministère des Sports est bien en chantier. Les orientations du gouvernement à la saison 2023-2024 devrait être professionnelle. Un club par préfecture, c'est l'idée sur laquelle martèle le ministère des Sports et des Loisirs. Monsieur le Président, vous êtes au district, vous êtes à la Ligue, vous avez toutes les informations. Un club par préfecture. Oui, c'est l'information qui est là, un club par préfecture. Mais moi, le comble dans ça pour moi, c'est que c'est les infrastructures qu'on en manque qui me donne l'interrogation de ça. Mais vous savez, si l'État décide, nous, on en peut quoi. Donc, c'est là où moi, j'interpelle encore la volonté de l'État. Nous, on va suivre la décision, mais la volonté de l'État de nous accompagner, d'accompagner le sport comme il a décidé de le faire, c'est la moindre des choses. Déjà, il a décidé, s'il met l'accompagnement, ça va marcher. Mais si l'accompagnement ne suit pas comme il faut, je vois que ça va... coincé et que ça ne va pas nous avantager. Mais c'est une bonne décision, une seule club par préfecture. Maintenant, comment ça va se faire les visions des grands clubs qui se sont au niveau des préfectures? C'est aussi une autre interrogation parce qu'il y a des clubs qui ont fait des gros investissements pour pouvoir récupérer au futur. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de fusionner. Ça là, il faut des interrogations et que l'État aussi doit rentrer dans cette danse
pour pouvoir essayer de faire cette fusion entre les clubs et rassurer ces derniers que voilà, c'est la politique, ça va aller, si vous faites ci, voilà aussi ton père, voilà aussi ton père, et je pense que tout ira comme on souhaite. Alors, Edwige Apedo, avant Edouard Edwige, vous, on sait qu'il y a certaines préfectures qui auront des soucis. Tchaoudjo, Koza, Kloto, je m'arrête là. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller à un club par préfecture. Je pense que c'est vous. Oui, je voilà. pense. C'est mon analyse. La décision, elle est gouvernementale. Mon analyse au vu des expériences que nous voyons dans les autres pays, et surtout les pays qui appliquent le professionnalisme durant des années. Je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que ça aurait été mieux si le ministère et la fédération mettaient en place un système pour dire, pour intégrer la première division, il faut tel, voilà les critères. Il faut un dossier. Il faut un dossier. Voilà les critères, avec une ligue professionnelle qui est là, mise en place, et qui définit les critères. Vous remplissez les critères, c'est que vous allez jouer la première division. Et au fur et à mesure que le championnat de première division professionnelle se joue, et que vous n'arrivez plus à respecter ces critères, vous tombez en division inférieure. C'est ce qui se fait dans les autres pays. Ou on vous rétrograde. Ou on vous rétrograde. C'est-à-dire en division inférieure, parce que, par exemple, souvent c'est financièrement que les clubs ne répondent plus, ce qui fait qu'on se dit, non, avec votre... On met l'OTR sportif qui est là. Avec votre... avec votre santé financière, vous ne pouvez plus jouer en première division, donc on vous rétrograde pour pouvoir vous permettre de respirer et de remonter après. C'est ce qui se fait dans les normes, dans les autres pays. Ça, c'est une analyse sportive. Sportive, parce que je suis sportive. Mais ici, c'est une décision politique. La décision politique va tuer le football togolais si on ne sait pas faire. Ce qui s'est passé au Gabon. C'était une décision politique aussi. Et aujourd'hui, on voit le championnat gabonais. Alors qu'avant, le championnat gabonais avait un autre niveau, avait un autre level. Donc moi, je pense qu'il faut pas se braquer sur une seule décision en disant c'est ça ou rien. D'accord, on peut aller, mais après, on fait quoi? C'est une expérimentation. Mais ça ne peut pas... Il faut quand même aussi oser. D'abord, s'il y a une expérimentation, il faut avoir l'adhésion. Vous allez obliger les gens à se mettre ensemble. Mais quand les problèmes vont commencer, vous allez assumer comment? C'est ça. Vous avez parlé de la COSA. Les gens ont des projets à la tête des clubs. Mais mettez en place des critères et les gens intègrent ces critères ou pas. Si vous n'intégrez pas, vous êtes rétrogradé. Mais non, central. Les gens, c'est-à-dire, on ne va pas prendre par région. C'est-à-dire... On parle de préfecture. On ne va pas prendre par préfecture parce que les gens ont des projets. Et donc, si vous voulez aller à la professionnalisation, vous voulez être un club professionnel, d'accord. Voilà, 50 millions de francs CFA sur votre compte. C'est un exemple que je donne. Infrastructure, vous devez avoir ceci, vous devez avoir cela. Il a parlé d'infrastructure tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas jouer la première division. Là, c'est seulement à Sfosa, à Gaza, JCA, Maranatha, et puis qui encore? Gomido avec... Gomido n'a pas de terrain. Mais quand même le terrain municipal. Bon, on a... Gomido n'a pas de terrain. On sait qu'il n'a pas de terrain. Oui, donc... Voilà. C'est pour dire, c'est pourquoi on dit dans un processus de professionnalisation, ce sont des étapes. Quand vous avez cité tout à l'heure, si on veut aller à la professionnalisation, 2023-2024, c'est pas possible. On peut commencer. Et pourtant, on peut commencer par l'installation de la ligue professionnelle, avec les tests de la ligue professionnelle. Et la ligue professionnelle a peut-être jusqu'à la saison 24-25 pour sortir les critères. Pour permettre, et donc les clubs, étant donné que les clubs sont dans le processus avec les formations, les discussions, sont déjà au courant de ce qui se passe, les clubs se préparent à rentrer dans ces critères-là pour que la saison 2024-2025, on expérimente la professionnalisation au vu du plan sportif dont je parle. Il se dit que la fédération a annoncé la professionnalisation depuis 2 ans. Hein? La fédération a annoncé la professionnalisation, mais il faut des critères. Ce que la fédération a annoncé, ce n'est pas ce qui se fait. Aujourd'hui, c'est la politique qui est rentrée dedans en parlant d'une préfecture par zone, d'un club par préfecture. Parlant justement, si on s'appuie sur justement votre analyse, Edouard Agbetou, si on s'accorde à ce que l'État veut faire, ça devrait faire
la 5e réforme. Il y a eu déjà 4 réformes. Et qui ont tué le Togo en matière de football. L'information, ce n'est pas aussi une première fois que l'État, quand même, se prend sur lui de refondre tout. Il y a eu des clubs qui ont été dissous. Il y a eu Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. Il y a eu ces clubs qui ont été encore et on a retrouvé à Gaza et tout. Voilà. Alors, peut-être on va à une 5e réforme. L'État cherche la formule. Edouard Agbetou. Ouais, et ça, cette manière de fonctionner ne pourrait pas aider les différents acteurs. Qui va accepter faire disparaître son club au profit de l'autre, par exemple? On sait tous que il y a plusieurs clubs qui vivent dans la même zone. Mais quand vous allez ailleurs, on a cité des exemples lors du discours de Dame Lydie Bessikama au niveau du projet de finalisation. En décembre dernier, je crois bien, elle citait énormément la France comme exemple, mais elle a oublié qu'en France, il y a des clubs qui sont dans la même ville, Paris FC par exemple. On va en Angleterre, la même chose. On va en Espagne, la même chose. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que cet aspect-là ne peut pas tout de suite prendre forme dans la mesure où les clubs, par exemple, ne disposent pas de leurs infrastructures. On oublie que c'est par exemple les infrastructures de l'État que certains clubs utilisent, que les stades municipaux et autres. Donc, il va falloir à un moment donné faire, je ne sais pas comment ça va se faire, mais il faut que certains clubs puissent détenir. C'est là aussi nous parlons d'un championnat professionnel, d'un championnat libéral, afin qui va être autonome carrément. Il y a une ligue qui organise le championnat et l'État n'a pas forcément sa bouche ou bien son nez dans ces trucs-là. Vous allez au niveau de la France, c'est comme ça. Vous allez au niveau du Ghana à côté, c'est comme ça. Vous allez au niveau du Bénin, c'est comme ça. Vous avez le Burkina aussi, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas l'État forcément. L'État, son apport, c'est juste un petit truc. Et on a un partenaire officiel qui fait ça. Edouard, vous pensez que la professionnalisation peut se faire au Togo sans l'État? Non, mais l'État va accompagner. Non. Il va accompagner, non, pas sans l'État quand même. Il y a au moins une main de l'État là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que l'État est là tranquille. On utilise ces infrastructures, on le paie. On utilise ces infrastructures, on le paie. On paie l'État. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Quand vous voulez louer le stade de Kégué, par exemple, ASCO paie pour le stade de Kégué. C'est vrai qu'on revoit des fois la facture, mais ASCO paie. Parce qu'on paie de toute façon. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut véritablement cette ligue-là. Oui, effectivement, il y a une ligue professionnelle. Mais qu'on n'impute pas ou bien qu'on n'impose pas cette idée forcément qu'un club par région ou bien par préfecture. Non, franchement, ça va noyer complètement le football. Vous imaginez, il y a certaines régions, par exemple, où on ne fait pas le football. Dans certaines régions, il n'y a pas le football. Il n'y a pas le football. Je ne sais pas quel exemple je vais donner. Mais au Togo, toutes les régions jouent. Au Togo, toutes les régions jouent. Il n'y a pas de clubs vraiment organisés. Il y a Doumbé et Fouadan qui représentent la région. Non, pas en ce sens. Il y a certaines préfectures, dans certaines préfectures, par exemple, mais vous n'allez pas trouver de bons footballeurs. Quand je dis de bons footballeurs, la région n'est pas faite pour le football, en fait. La région n'est pas faite pour le football. C'est fait pour d'autres disciplines, par exemple, d'autres disciplines sportives. Donc, à ce niveau-là, on ne va pas leur imposer ça, forcément. On va se dire, ok, d'accord, c'est le football professionnel, un club par préfecture, et donc vous êtes obligé de nous donner une équipe de football. Il y a certaines régions, certaines préfectures, ou bien dans certaines contrées du Togo, où on n'aime pas le football. Il n'y aurait pas un crime, par exemple. Mais là, on est en train d'imposer cette idée-là, et je crois qu'à cette allure, on veut d'un championnat professionnel, certes. On veut revoir à la hausse les primes des joueurs, le salaire des joueurs, des coachs, mais il ne faut pas aller directement avec une imposition dans le discours de Dame Lydie Bessikama. Vous sentez véritablement que c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Les clubs vont disparaître. La décision, elle est gouvernementale. Mais ça on va dire par exemple, comme il y a on va dire Lomé FC, on va dire DFC. Edouard Agbetou. Edouard Agbetou. Oui, on fait le dernier tour de table. Vous avez 30 secondes. D'accord. Finalement, le football togolais, on sait tous qu'il est malade.
mais il faut pas trop l'enfoncer. On est sous oxygène actuellement, mais on a envie d'enlever l'oxygène. Et vous savez tous que quand on enlève l'oxygène, c'est que vous êtes, voilà quoi. Donc, il faudrait pas qu'on en arrive là, et vivement que les bonnes décisions soient prises. C'est vrai qu'il y a des réunions qui se font, mais que de réelles décisions en ressortent pour sauver notre football qui est dans l'ornière. Merci beaucoup à vous, Edouard Camille Kofivi Agbetou, Monsieur le Président. Voilà, depuis Dakar, hein, vous avez appelé depuis Dakar. Monsieur le Président, oui, votre conclusion. Oui, moi, mon conclusion, c'est de dire à l'État d'accompagner la professionnalisation comme eux-mêmes ils veulent l'instaurer, c'est de dire l'État de l'accompagner. Et moi, je dis, quand l'État décide, nous, on peut quoi? C'est l'État, il décide, on doit s'aligner. C'est fort. C'est fort. On doit s'aligner. Donc, il suffit que l'État nous accompagne et que les pensionnaires de ce sport-là aussi soient à l'aise dans leur métier, c'est tout. D'accord. Alors, Edwige Igbori Apedo, votre conclusion? Moi, je dis la professionnalisation, oui, mais il faut penser au sport. Ici, on est en train de parler de sport et non de politique, mais c'est le politique qui doit accompagner ce sport-là, et donc, il faut vraiment... Malheureusement. Ce n'est pas malheureusement, ça a été toujours comme ça. Et donc, mais quand même, il faut prendre des décisions. Il faut Aujourd'hui, là, vous ne me laissez pas. Hein. Mais il faut vraiment prendre des décisions qui vont dans l'épanouissement des acteurs qui veulent vraiment évoluer dans ce domaine-là. Sinon, demain, on va reprendre encore. On ne va pas lancer des réformes. Il y a eu des réformes qui ont cassé beaucoup de choses et qui ont reculé également le foot. Et donc, il ne faut pas aller vers là et après, on est obligé encore de redémarrer. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Il faut apprendre des meilleurs. Et il y a des meilleurs sur le terrain actuellement dans les autres pays. La décision politique met peut-être des bases sportives. Voilà, on peut le faire. Et je pense que le ministère des Sports est en train, tout comme la Fédération togolaise de football, décision politique, oui, mais les bases sportives. Voilà. Merci à Edouard Agbetou, merci à Edwige Apedo, merci à Azamale Sodjine, le président du district préfectoral de football d'Aguenivé. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Yorouma. On se donne rendez-vous le vendredi, le mercredi prochain, mais déjà le MAC des Sports vous retrouve vendredi, toujours sur Radio Djena.